passer à la compliance, mais ce n'est pas un mot qui est employé dans le règlement. Le mot qui est dans le règlement, c'est le mot accountability. Donc, pour comprendre ce que ça veut dire, il faut prendre une définition en anglais. C'est l'obligation pour un individu ou une organisation de account for, on va voir ce que ça veut dire, pour ses activités, d'accepter la responsabilité et de fournir les résultats de ce qu'il a fait d'une manière transparente. Bon, alors dans le règlement en français, ça s'appelle responsabilité. Ce qui est un peu réducteur en fait. Les Canadiens, ils disent imputabilité, c'est-à-dire ils essaient d'associer la responsabilité avec qui fait quoi. Bon, il y a le terme compliance et puis dans les termes des lois anticorruption en anglais, ils parlent d'avoir les adequate procedures. So maybe Yann, you're mastering French language, so do you know what is the appropriate translation of accountability? Yeah. Accountability to me as an English lawyer and for English organizations means not just filling in the forms, it means understanding why you're filling in the forms and what they mean. And the best expression actually is probably changing the culture of the organization through those processes. It's about the culture. It is the most difficult thing of new regulation. And believe it or not, our financial services industry has been through this since the crisis in 2008, and they have had to change culture. And now this means all sorts of different organizations that never understood regulation before now have to change culture, and that goes along with accountability. So I think accountability and culture are the same thing. Yeah. Merci. En fait, c'est une discussion qu'on a eue hier soir, parce qu'on a dîné quand même hier soir. Et en fait, le problème peut-être de la perception française de l'exécution des tâches, c'est que justement, on risque d'avoir des gens qui vont empiler de la documentation, mais qui ne vont pas essayer de fédérer les différents services de l'entreprise, comme vient de vous en parler Armand, ou de comprendre exactement ce qui est fait avec les données. Et c'est ça ce sur quoi, il me semble, nous, juristes, avocats, enfin on s'appelle comme on veut, on doit travailler, c'est essayer de faire comprendre aux gens que ce n'est pas juste des contrats, des mentions sur les sites internet, c'est effectivement faire changer la culture. Et c'est en cela que l'approche compliance est intéressante plus que de faire du droit pur, parce que ça vient vous permettre de travailler sur l'organisation de l'entreprise. Donc je voulais juste faire un petit rappel sur ce que c'est comment les gens, avant d'en venir au règlement complètement, comment les gens approchent la compliance. Parfois ils utilisent différentes terminologies. Compliance en français, c'est traduit par conformité, ce qui est aussi réducteur que responsabilité, parce que c'est conformité au texte. Il y en a qui parlent de la déontologie. Dans les banques, d'ailleurs, les personnes en charge de la compliance s'appelaient jusqu'à présent les déontologues. Il y a l'éthique, quand on a une vision un peu plus large, ou l'intégrité. Mais l'intégrité, c'est plutôt du franglais. Vous verrez d'ailleurs, j'ai mis quelques pages de compliance de certaines grosses sociétés qui vous disent, en fait, c'est l'éthique qui doit primer, c'est pas juste la conformité. Et puis vous pouvez avoir une conformité légale, donc ça c'est effectivement de la conformité, volontaire quand vous n'avez pas encore de texte, mais que vous vous dites qu'il en va de votre réputation. Vous avez beaucoup de start-up, de plateformes qui vous disent « Ah ben moi j'ai pas besoin de la loi Le Maire en fait, parce que moi si ce que je propose aux clients porte atteinte à ces données, n'est pas un service valable, de toute façon il y aura de tels commentaires soit sur mon propre site dans les commentaires en bas de page, soit ailleurs, que mon business est coulé en quelques jours ou en quelques semaines. Donc j'ai moi-même intérêt à montrer que je sais faire, que je sais gérer les données. Et ne jamais oublier que c'est évolutif, parce que comme vous l'a dit Armand, vous avez des types qui dans leur coin développent des nouvelles applications, et donc il faut être capable de les identifier, de savoir quels sont les nouveaux traitements qui sont mis en place.
vous retrouvez tous ces principes-là essentiellement dans les documents de compliance concernant la corruption, que ce soit aux États-Unis. Après, ils sont divisés de différentes manières, mais ça veut toujours dire à peu près les mêmes obligations à respecter. Aux États-Unis, en Angleterre ici, et puis dans la nouvelle loi Sapin 2. Avoir un code de conduite, un dispositif d'alerte, on va le voir tout de suite. Donc le accountability, c'est mettre en place, c'est ce que vous dit le texte, article 5.2, celui-là je m'en souviens, mettre en place des mesures appropriées et savoir en rendre compte. Donc savoir expliquer ce que l'on a fait et assurer en fait la licéité, la loyauté, la transparence, c'est-à-dire les grands principes de traitement des données qu'on a vus dans une des premières pages de la présentation. Savoir le démontrer, en apporter la preuve, ça veut dire être organisé. Et donc, dans certaines entreprises, les données personnelles, c'était quelque chose qui n'était pas très centralisé. C'était quelque chose qui était fait par la RH d'un côté, le marketing de l'autre, par les différentes divisions opérationnelles ou commerciales. Mais si vous n'avez qu'un seul DPO, il faut que lui soit capable, le jour où on lui téléphone ou la CNIL tape à la porte éventuellement, il faut être capable de trouver les dossiers, ça c'est la partie paperasse, mais aussi de savoir de quoi on parle. Donc c'est pour ça que ça aussi c'est changer les mentalités, c'est expliquer que le DPO a besoin de centraliser, même s'il ne faut pas qu'ils dessaisissent de leurs responsabilités les différents départements dont je parlais à l'instant, parce que sinon là, vous savez bien qu'il y a un problème d'organisation et de management qui fait jour. Il doit mettre en place des mesures appropriées qui tiennent compte du traitement, enfin le responsable de traitement, de la nature, de la portée, de la finalité du traitement mis en place. Donc à chaque fois, ce n'est pas one size fits all, comme on dit en bon français, mais s'adapter aux typologies du traitement et analyser les risques et les droits chaque fois. Si on est, je ne sais pas moi, dans une mutuelle, on a des risques supplémentaires parce qu'on va traiter des données sensibles éventuellement, des données médicales. Donc on aura une approche différente de quelqu'un qui ne traite que des données de base, qui ne collecte que le nom et l'email. Si on collecte des données d'enfants parce que c'est l'activité qui veut ça, là aussi il faut prendre des précautions supplémentaires. Donc démontrer l'effectivité des mesures et démontrer leur mise à jour. Vous avez différents outils qui peuvent être utilisés à cette fin, qui sont mentionnés dans différents endroits du règlement, c'est assez bizarre, enfin bon. Donc c'est des politiques et procédures données personnelles, c'est-à-dire que c'est pas simplement la charte informatique que l'on connaît tous, mais c'est de dire aux marketeurs, quand vous allez créer un nouveau traitement de données sur le papier, vous allez devoir suivre les étapes qui sont mentionnées dans cette procédure. Essayez de mentionner quelles sont les données que vous collectez, ce que vous voulez en faire. Ensuite, vous allez aller voir la DSI, ils vont voir comment ils peuvent faire ça techniquement, et puis vous allez vous rapprocher du DPO pour voir s'il est d'accord. Vous avez ce genre de procédure déjà? Oui, voilà. Oui. Ok. Des formations à tous les niveaux, plus ou moins adaptées, comme vous l'a dit Armand, des audits internes pour voir si ce que vous avez mis en place tourne, la conservation de la documentation, le DPO, on en a parlé, la mise en œuvre des procédures techniques, les codes de conduite, les certifications et puis le registre. On va voir ces derniers points tout de suite. Donc tout ça, ça fait ce qu'on appelle un programme de compliance. Et donc, quand on a tous ces outils-là, il faut être en mesure d'assurer la transparence et d'être capable de donner une formation accessible et compréhensible. Donc ça, on en revient aux droits des personnes concernées qu'on a un peu passé rapidement tout à l'heure. C'est que quand vous leur répondez, quand ils vous posent une question sur les données qui sont incorrectes, qui n'ont pas été mises à jour ou qu'ils veulent les retirer, il faut leur répondre dans un langage compréhensible et non pas dans un langage juridique. Il y a même une loi en Angleterre, le UK Modern Slavery Act, qui vous dit qu'il faut leur répondre en plain English. C'est pour une autre question de compliance, mais plain English, ça veut dire le langage du commun des mortels et non pas le bidouillage habituel.
il faut faire une analyse coût et avantage. Moi, c'est la seule chose dont je me souviens du droit administratif, coût-avantage. Ça m'a toujours intéressé cette notion, c'est voir ce que l'on met en place. Et parfois, on peut effectivement renoncer à mettre en place une mesure de protection, mais il faut savoir l'expliquer. Et ça, on le voit aussi dans les études d'impact. Prioriser les mesures et mettre en place les mesures techniques qu'on va voir tout de suite. J'accélère un peu. Donc, il faut tenir le registre. Le registre, c'est une obligation qui existe déjà sous l'empire de la loi informatique et liberté et qui était laissée à la responsabilité du CIL. C'est-à-dire que quand la loi vous dit, quand vous avez un CIL, vous n'êtes plus obligé de faire des déclarations, mais il faut tenir un registre avec telle et telle mention à minima. C'est une obligation qui est reprise par le règlement, mais qui est étendue à toutes les sociétés de plus de 250 salariés. Il faut tenir un registre avec la petite fleur, là vous donne les mentions obligatoires. Et c'est une question que je n'ai pas bien compris dans le règlement, en fait c'est la négociation qui a fait ça, c'est que on vous dit que le registre doit être tenu par les sociétés qui ont plus de 250 salariés. Mais on vous dit que l'obligation de accountability, c'est pour tout le monde. Donc si vous n'avez pas de registre, ça veut dire que vous n'avez pas d'outils pour savoir ce que vous faites dans votre entreprise. C'est quand même une béquille, le registre. Le registre, ce n'est pas juste ces mentions obligatoires, le nom du responsable, la finalité, les personnes concernées, c'est aussi voir quel est l'avis du traitement que vous mettez en place. Et Armand va peut-être nous expliquer comment c'est fait sur le logiciel que vous utilisez chez vous. Donc nous, effectivement, on utilise un logiciel dédié pour gérer le registre. Le CIL est nommé pour une petite dizaine de filiales, donc du coup on a plusieurs entités juridiques qui sont dans le même outil. Effectivement, nous, alors l'outil qu'on utilise est relativement paramétrable, ça nous permet d'aller plus loin que le minimum demandé par la réglementation. Du coup, le registre commence à devenir un vrai outil d'accountability, parce qu'on va suivre tout un tas de choses et mettre tout un tas de choses dans l'outil. Du coup, on fait bien la part des choses entre ce qui est le registre, dans le sens les informations minimales que la réglementation nous impose de stocker et conserver, et éventuellement, dans le cadre d'une demande article 31, donc, puisque le registre peut être librement, les personnes physiques, n'importe qui peut demander l'accès au registre d'un CIL. Donc dans ces cas-là, on a une version, on va dire, courte, et ensuite, donc, qui peut être diffusée, et ensuite on a une version, on va dire, plus longue, qui nous sert vraiment d'outil de suivi du traitement. On utilise l'outil Retil du cabinet Silex. Donc il y a plusieurs outils qui utilisent sur le marché. On avait fait un petit benchmark et on utilise celui-là. Vous avez différents outils européens et aussi il y a certains outils américains et canadiens qui essaient de se mettre sur le marché. Après, il faut les tester et voir ce qui correspond le mieux à votre organisation. Mais c'est vrai que l'outil Retil permet, je l'ai vu fonctionner, ça permet une adaptation et donc ça vous permet d'assurer le suivi que vous voulez suivre spécifiquement dans votre entreprise afin d'avoir tout dans le même outil et pas se dire j'ai le tableau Excel avec les mentions obligatoires d'un côté, j'ai le tableau Excel avec le suivi des finalités de l'autre et puis le suivi des réclamations dans un troisième tableau et il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de fusion des documents et donc c'est plus difficile à gérer. Et il y a certains des outils qui ne sont pas très très chers en fait. Parce que je sais que aussi le tableau Excel c'est moins cher qu'un logiciel, mais il y a un moment où ça commence à coincer en fait. Notamment quand il va falloir suivre de façon plus précise les réclamations des personnes concernées, il faut quand même être capable de garder l'historique de façon un peu plus efficace. Oui. Oui, mais vous avez un fossile, ça s'appelle pour l'instant. C'est vous.
Non, mais c'est ça, en fait, c'est qu'il ne faut pas penser que... En fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit, moi je l'ai enlevé des présentations, qui ont dit, il ne faut plus faire de déclaration, c'est super. Mais la déclaration à la CNIL, c'est rien, c'est pas parce que vous avez déclaré que vous recevez un récépissé que vous êtes bon, et c'est juste un tampon. Parce que d'abord, dans la déclaration, vous déclarez ce que vous allez faire, mais après, derrière, il y a les gentils bidouilleurs marketeurs qui vont voir l'informaticien et qui lui disent « tu vas collecter plus de données, tu vas les garder plus longtemps ». Et ça, c'est pas déclaré à la CNIL. Donc le jour où vous avez un contrôle, eh ben, elle vous dit ben, vous avez déclaré ça, et en fait, ce que vous faites, c'est différent. Et donc, le tableau Excel de base ou le logiciel un peu plus poussé, ça vous permet de voir en fait le gap qu'il y a entre la déclaration, ou même maintenant s'il n'y a plus de déclaration, entre l'intention de départ et ce qui est fait dans les faits et comment il faut s'adapter. Il y a aussi des outils qui existent dans différentes professions et pas simplement sur les données personnelles, c'est les codes de conduite d'associations professionnelles qui peuvent, comme ce sont les gens les plus concernés, ils savent mieux, on imagine, que d'autres, quelles sont les manières dont il faut gérer les données dans tel et tel métier. Et donc le règlement pousse à l'établissement de ce type de code. La gestion de crise, c'est un point important. Ça, vous devez en avoir dans différents domaines, pour le retrait des produits, éventuellement, pour des enquêtes concurrence ou corruption. Donc il faut l'étendre aux données personnelles. Parce que si vous avez une fuite de données, eh bien, il faut savoir y couper court rapidement. Ian, do you want to talk about the crisis management and your experience with trying to do a mock, not a mock down raid, but to test the crisis management policy to see whether it works and whether you covered all the issues with it? Yeah. So in the UK, for many years we've been saying to clients that they ought to be more prepared for when something goes wrong with a data breach, and the data breaches are becoming more common. And the best way to prepare for that is to, how would you say, we would say a war game, where you pretend that there's been a breach, and then you have all of the people in the room who have to make the decisions, and they can't make decisions, and they blame each other. It's quite interesting. And then they work out whether their crisis procedure works or not. Now, this is quite common in financial services industries for different sorts of regulatory breaches and competition law. Again, clients sometimes have asked for this. Now, we find, rather than having to persuade clients to have these war games for data breaches and data protection breaches, they are phoning us or contacting us and asking for us to help them, to educate them. And so that's a big change. And it's a very valuable thing for the organization to do. We have had occasions where we have maybe 6 months before had this war game, and then a real incident happens. And the clients are very grateful because they have seen what can happen in these situations and they're ready for it. Other clients then phone us and say they wish they had done it. But it's becoming more common, and it again indicates that clients are taking data breaches and data more seriously, which is a good thing, I think. But it's a very valuable thing to do, and I'd encourage within your organizations or with your clients to do the same. Alors, si Bénédicte était sur le plateau avec nous, elle vous dirait qu'il faut aller voir les RH aussi avant de faire ça. Parce que vous savez que ça peut être stressant de faire un exercice comme ça. Donc, c'est ça. Donc tout ça, pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette procédure de crise? C'est parce que le règlement, enfin c'est parce que bon, il faut préserver sa réputation, tout ça, on vous l'a dit. Mais le règlement aussi impose une nouvelle obligation qui ne s'appliquait qu'aux FAI et aux établissements bancaires pour l'instant. C'est ça, non, FAI. C'est de faire une notification d'une violation des données personnelles dans les 72 heures. Il n'y a pas écrit jour ouvré, donc 72 heures. Donc du coup, il faut être organisé et il faut avoir cette procédure, l'avoir testée en vrai ou enfin l'avoir écrite avec en tout cas l'avoir rédigée avec toutes les équipes qui peuvent être concernées
pour savoir quels sont les points de contact qu'il faut contacter immédiatement pour fermer la porte du système informatique, pour faire la bonne com si ça concerne des données de clients, et pour notifier le problème à l'autorité, sachant que le règlement vous dit qu'il faut quand même leur expliquer quand vous les notifiez ce que vous avez déjà fait pour minimiser l'incident et quel est le programme que vous entendez mettre en place pour la suite, pour vraiment clôturer le problème. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un peu bossé avant de notifier dans les 72 heures en question. Il faut être prêt. Il y a aussi des polices d'assurance de cyber-risque qui viennent vous aider en la matière et qui peuvent couvrir les dommages, ça c'est un point, c'est certain, mais aussi qui vous fournissent, quand vous êtes une boîte plus petite, qui vous fournissent les services de com et les services informatiques qui peuvent vous aider à minimiser l'incident ou à communiquer de la façon la plus appropriée. Donc ça c'est peut-être quelque chose à explorer, comme on dit en bon anglais. Et le sous-traitant qui lui-même a une faille doit vous informer dans les meilleurs délais. Ah, si je n'ai pas bien compris pourquoi c'est les meilleurs délais, parce qu'après vous avez les 72 heures, donc enfin, ça veut dire qu'il risque d'y avoir des discussions sur le délai. Voilà, on passe aux outils techniques avec Armand. Si, alors ça, mais vous voyez aussi avec l'autorité de quelle manière vous le faites et à quel moment. Si, mais il faut savoir le faire correctement parce que par exemple, dans l'affaire Orange, la CNIL a reproché à Orange d'être allé trop loin dans la communication. Donc il faut doser ses efforts. Le mieux, c'est de travailler avec l'autorité en fait. Et d'avoir un texte, être avec la boîte de com, les juristes, parce que les communicants, ils arrangent le juridique, savoir parfois. Donc il faut un juriste, minimum un informaticien, un juriste, la boîte de com et la CNIL pour arriver à un texte qui puisse satisfaire tout le monde.